Bien, écoutez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je voudrais d'abord remercier Marc Nazi de ce qu'il a dit. D'ailleurs, il vous a déjà tellement parlé du livre que je vois absolument pas ce que je vais pouvoir rajouter. Non, je vous le dis tout de suite, je vais plutôt réagir par des questions, ou plutôt à vos questions. Merci donc à l'Université populaire du Pays d'Aix, merci à la Ligue des droits de l'homme et au monde diplomatique de cette invitation à parler de cet ouvrage. Alors, effectivement, l'ouvrage, je l'ai écrit, si vous voulez, à l'automne, pour aller vite, et jusqu'à peu près en février 2020, automne 2019 bien sûr, février 2020, et d'une certaine manière, moi j'étais parti, tout bêtement, hein, on a toujours des idées un peu bêtes comme ça, et pour pouvoir s'en débarrasser, on écrit. C'est le propre même de l'écriture, c'est ce que disait Nietzsche, se débarrasser de ses idées, c'est une forme de guérison, enfin de tentative en tout cas de guérison. Donc je l'écris avec une idée un peu relativement simple. Je ne dis pas bien évidemment qu'il n'y a pas un risque d'effondrement de la planète et du vivant. Il va de soi que la collapsologie a popularisé en quelque sorte cette thématique, mais tous les signaux sont rouges, que ce soit en termes de problèmes climatiques, que ce soit en termes, on y reviendra, d'émergence, de réémergence des maladies infectieuses, que ce soit en termes de migration de population, que ce soit en termes de difficultés d'alimentation en énergie ou en nourriture, que ce soit en termes de réduction de la biodiversité, d'extinction des espèces de vivants, que ce soit en termes d'extinction aussi des espèces de langues, parce que ça on l'oublie beaucoup, mais aujourd'hui, vous le savez, on est sous la domination du globish, ce qui porte d'ailleurs un coup fatal à la langue de Shakespeare, pas seulement aux autres langues, n'est-ce pas ? Il va de soi que d'une manière générale, on peut dire que tous les signaux, bien sûr, sont rouges, et je pourrais donner pas mal d'exemples. Je vous en donne juste un seul, et il faut noter que ce signal-là, il a été émis le 23 janvier 2020, c'est-à-dire bien avant, comme vous savez, la catastrophe sanitaire, c'est-à-dire que régulièrement, depuis 1947, un groupe d'experts, composé notamment d'une douzaine de Nobel, réfléchit sur le danger d'une apocalypse. C'est une expérience de pensée, bien sûr, hein, et ils ont établi l'heure de l'apocalypse à minuit. Et donc chaque année, si vous voulez, il rapproche de minuit ou éloigne de minuit le moment de l'apocalypse. Pour cette année, c'est ce qu'on appelle l'horloge de l'apocalypse. Et or, si vous prenez le janvier 2020, donc avant encore une fois la flambée de l'épidémie de Covid, n'est-ce pas, ce groupe de scientifiques atomiques a avancé de 20 secondes l'échéance de l'apocalypse est fixée à minuit. Donc nous serions à minuit moins 100 secondes, donc je pense que depuis nous sommes encore beaucoup plus proches, bien évidemment, de minuit, vous vous en doutez. Alors il se base par exemple sur l'échec des négociations internationales en matière de réduction des armements, il se fonde sur un certain nombre d'éléments comme l'échec des sommets sur le réchauffement climatique, sur le délitement. Ça me gonfle un peu. Donc, sur le délitement sociétal, sur les campagnes de désinformation, vous voyez, sur la prolifération infectieuse, enfin, bref, ils ont un paquet comme ça qui leur permet d'avancer en quelque sorte l'aiguille de l'horloge sur le moment de l'apocalypse. Donc, les signaux sont au rouge, c'est évident, et depuis, bien évidemment, comme vous le savez, nous n'avons fait qu'en recueillir un certain nombre d'autant plus inquiétants. Mais, pour moi, l'idée qui me faisait partir un peu à la suite des ouvrages précédents, l'idée sur laquelle je partais était un peu la suivante. Elle est un peu issue de l'expérience clinique du psychanalyste que je suis, personne n'étant parfait, n'est-ce pas, à savoir que on sait très bien dans la pratique qu'un certain nombre d'angoisses, de catastrophes dans le futur sont, pourrait-on dire, n'est-ce pas, ces modes d'anticipation prémonitoire d'une catastrophe sont, pourrait-on dire, la projection dans le futur d'une catastrophe qui a déjà eu lieu dans le passé, dont le patient a ou n'a pas le souvenir, mais, si vous voulez, qu'il attend de manière très anxieuse, très angoissée,
comme allant émerger de manière immanente, immédiate dans le futur. Alors, c'est très connu. Hein. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a vécu au moment de la guerre civile au Liban, ou qui a vécu des attentats, ou qui a vécu des accidents de voiture dans l'enfance, ou qui a vécu, si vous voulez, la chute du père du toit de la maison, etc. Ils en ont le souvenir souvent, mais ils n'en ont pas, pourrait-on dire, l'élaboration psychique. C'est quelque chose qui reste à l'intérieur du psychisme, un peu comme encapsulé, un peu comme un kyste, si vous voulez, qui occupe un espace sans pouvoir se diluer. Alors Freud, sur un autre point, donnait un peu cet exemple qui va vous parler, n'est-ce pas, il disait que, en gros, les garçons de café, par exemple à Berlin, connaissaient Kierkegaard, mais en même temps, ils ne connaissaient pas Kierkegaard. Je prends Kierkegaard qui est danois, mais c'est un autre problème, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en gros, ils savaient qui c'était, mais ils ne savaient pas ce qu'il représentait. Ce que nous on dit, par exemple, concernant le deuil, on sait qui on a perdu, mais on ne sait pas ce qu'on a perdu en perdant cette personne. Ça va? C'est relativement clair? Donc, si vous voulez, en somme, nous sommes en permanence, effectivement, traversés par des fantômes, n'est-ce pas, qui sont des formes réactualisées du passé et que nous vivons soit comme présent, soit comme devant advenir dans le futur. Donc j'étais parti de cette idée, donc il n'y a pas, encore une fois, une idée révolutionnaire, et je l'appliquais à quelque chose qui est plutôt du côté du social. En gros, est-ce que cette catastrophe que l'on craint, est-ce que finalement nous ne l'avons pas vécue? Et si nous l'avons vécue, comment l'avons-nous vécu? Et ma thèse, l'hypothèse du livre, tout bêtement, c'est que cet effondrement, n'est-ce pas, effondrement, ça veut dire vider, l'effondrement en cuisine, c'est vider un animal de l'intérieur, si vous voulez, de son organisme. L'effondrement, c'est perdre, comme vous le savez, le sol sur lequel on marche, sur lequel on s'appuie. Et cette idée était relativement simple, cet effondrement que nous craignons, et donc encore une fois, je ne conteste pas l'objectivité des signaux qui sont au rouge, c'est pas ça. Mais en gros, cette crainte que nous avons, n'est-ce pas, d'une fin du monde, pour aller très vite, est-ce qu'elle ne vient pas témoigner de la fin de quelque chose, donc de la fin d'un système effondrement qui a déjà eu lieu. Et ce système, à ce moment-là, c'est le système culturel, c'est le système symbolique, c'est notre capacité, en quelque sorte, si vous voulez, à penser le monde, à nous penser nous-mêmes et à penser les autres. Ça va? Je suis relativement clair? Bon. Suivant cette idée, je vous donne juste l'idée, après je vais entrer dans le détail du topo. Mais cette idée est relativement simple. En gros, la manière dont aujourd'hui nous appréhendons le monde, c'est quoi? C'est cette idée, comme Marc Nassil a dit, c'est cette idée, si vous voulez, d'un progrès continu qui est attesté par le développement des techniques, des sciences et des industries. Et donc, en quelque sorte, ce sur quoi nous nous appuyons pour entrer dans le futur et vivre le présent, c'est cette idée que la production, n'est-ce pas, l'extraction de l'énergie va nous permettre d'améliorer nos conditions de vie, voire, grâce, encore une fois, aux sciences et grâce aux techniques, nous conduire au bonheur. Bon, on va pas parler ce soir, ou pas encore en tout cas du vaccin, on va encore parler également du numérique, mais la question est bien là, c'est qu'en gros, depuis la fin du XIXe siècle, n'est-ce pas, on parie sur le développement des savoirs scientifiques, le développement des techniques, le développement de l'industrie, le développement économique, pour penser que l'on va gagner de cette manière-là le bonheur. Bon. Or, pour faire vite et faire simple, n'est-ce pas, il va de soi que toute l'histoire des événements du XXe siècle et du XXIe siècle ont attesté que ça n'était pas le cas. Quand Camus, n'est-ce pas, pose en 1946 l'existence du siècle de la peur, et que nous, en 2021, nous pourrions parler du siècle de la terreur, il va de soi que ce développement, si vous voulez, des techniques, de l'industrie et des sciences n'est pas pour autant pourvoyeur automatiquement de bonheur et de sagesse. Donc l'idée, elle part déjà de là, je vais la développer, n'est-ce pas? Cette idée, c'est que, comme le disait Baudelaire, le progrès est une doctrine de paresseux. Et pour le dire un peu à la manière, si vous voulez, de George Orwell, quand on me parle de progrès, je demande toujours s'il me rend plus humain ou moins humain. Et on peut encore continuer, enfin, j'ai un paquet de citations à vous proposer là, n'est-ce pas, avec Adorno ou Paul Virilio, en considérant qu'il faut défendre le progrès
contre la propagande du progrès, contre, si vous voulez, l'idéologie du progrès, qui est une manière de mettre les humains en servitude et de les placer dans une situation de soumission sociale en leur faisant croire, en quelque sorte, que le développement des sciences, le développement des techniques, le développement des industries va automatiquement produire, encore une fois, la liberté, produire la réduction des inégalités. Alors, vous savez bien que c'est faux. Et donc, en quelque sorte, cette idéologie du progrès qui est très massive à la fin du XIXe siècle, n'est-ce pas, et très présente dans le XXe, eh bien, elle est un mirage, elle est l'illusion au nom de laquelle on fait croire aux humains qu'il y a une espèce d'évolution naturelle des sociétés, n'est-ce pas, comme il y aurait une évolution naturelle, si vous voulez, des espèces. C'est un concept qui est emprunté à l'embryologie. Et là encore, n'est-ce pas, c'est une façon de ne pas les solliciter quant à leur responsabilité morale et politique, c'est-à-dire c'est une façon de leur dire, de toute façon, demain, ça ira mieux, demain, n'est-ce pas, nous allons enfin entrer dans, si vous voulez, le bonheur et la liberté. Donc je ne sais pas si je suis clair, mais voilà un des principes, j'en ai quelques-uns comme ça, voilà un des principes fondateurs de nos sociétés thermo-industrielles qui, en quelque sorte, est un astre mort, dont nous recevons toujours la lumière, mais auquel nous ne pouvons absolument pas croire. C'est-à-dire que tout laisse à penser, n'est-ce pas, qu'il y a au contraire une espèce de déséquilibre majeur, aussi bien psychique que social, entre les capacités techniques de développement des sociétés et des individus et leur degré de sagesse, voire d'intuition, de leur capacité à penser. Au contraire, je vais faire juste une incise rapide, vous voyez bien aujourd'hui que dans l'organisation tayloriste de nos métiers, de tous nos métiers, encore une fois, depuis le travail à la chaîne de production des soins de l'hôpital jusqu'au travail de production des articles scientifiques dans les laboratoires, en passant par les productions de nouvelles dans les salles de rédaction et encore une fois, l'organisation également ergonomique de la caissière de supermarché, etc., tout est mis en place pour que nos actes soient en quelque sorte repérés, décomposés, fragmentés, rationalisés, et que des experts, puis des machines, bref, des algorithmes, nous prescrivent les actes que nous devons accomplir. Donc on n'a jamais autant n'est-ce pas, on n'a jamais autant été dans une société de confiscation de la capacité de penser et de décider. Donc nous sommes face aujourd'hui véritablement à une vague de prolétarisation des métiers. Et malheureusement, on peut dire que politiquement parlant, les syndicats et les partis, même de gauche, n'ont pas défendu en quelque sorte la substance des métiers, la finalité des métiers, l'autonomie, pourrait-on dire, de ceux qui les réalisent, n'est-ce pas, même quand bien même ils ont défendu les conditions de l'emploi. Donc, je ne sais pas si je suis clair, mais il faut bien voir, si vous voulez, que c'est un point extrêmement important. Et je donne toujours, je suis un peu brouillon parce que j'ai eu plusieurs entretiens et plusieurs interviews cet après-midi donc, sur le même sujet, donc j'espère que je vais bien me souvenir de ce que je vous ai dit, et non pas de ce que j'ai dit tout à l'heure. N'est-ce pas ? Mais ce que je donne toujours comme exemple, c'est l'adage de l'exposition universelle de Chicago en 1933, la science se trouve, l'industrie applique et l'homme s'adapte. Et donc, si vous voulez, nous sommes dans une injonction de devoir nous adapter pour finalement produire avec cette idée que la production va nous permettre d'être plus heureux. Bon, vous l'avez compris, il y a aussi, et Marc Nazy l'a évoqué tout à l'heure, il y a aussi cette idée majeure, empruntée au darwinisme social d'Herbert Spencer, n'est-ce pas ? Il faut bien voir que on parle de darwinisme social, c'est pas Darwin. Darwin a une idée de l'évolution des espèces, mais il implique des instincts socio-régulateurs, donc il est du côté du socialisme, et il n'est pas, comme Herbert Spencer, du côté de ce qui va devenir, si vous voulez, le nazisme, ou ce qui va devenir le néolibéralisme, n'est-ce pas ? Spencer considère que c'est la concurrence qui finalement, en mettant les individus dans un état de compétition et de lutte pour accroître l'espace vital, n'est-ce pas, produit les meilleurs. Et la sélection
C'est le premier de cordée, hein. L'autre, il n'a rien inventé, hein. Il n'a fait qu'emprunter au stock d'Herbert Spencer. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, n'est-ce pas, vous les mettez en concurrence, et c'est le meilleur qui gagne, et le meilleur, c'est le meilleur de l'espèce, c'est le meilleur de la race, c'est le meilleur de la nation, c'est le meilleur de la société, c'est le meilleur de l'individu. Donc, si vous voulez, jusqu'à la cellule, chez Herbert Spencer, n'est-ce pas, c'est la concurrence qui est le principe matriciel, le foyer, si vous voulez, de développement. Ça va? Je suis clair? Bon. C'est très important parce que ça implique par exemple que pour Herbert Spencer, il faut que l'État ne protège pas les plus faibles, les maladies, les malades, les malhabiles, les maladroits, etc. Il faut qu'ils soient éliminés par une sélection naturelle. Et donc, si vous voulez, cette domination du principe évolutionniste de la sélection par la concurrence et la compétition est extrêmement important. Et comme vous le savez, comme il s'agit ça veut dire pas d'État, que l'État doit se limiter au principe régalien minimal, et pour le reste, il faut laisser faire. Et chez Spencer, d'ailleurs, il y a cette idée que parmi l'évolution des sociétés, le remplacement d'une lutte et d'une compétition commerciale et économique qui vient à la place de la compétition, de la lutte militaire, est un progrès quasi automatique de par le développement, encore une fois, des sociétés. Bon. Alors, vous le savez, bien sûr, cette thèse idéologique, cette philosophie évolutionniste, elle a été recyclée par les nazis. Elle a été recyclée par les nazis, puisque ça justifiait l'accroissement de l'espace vital vers l'Est, afin de pouvoir permettre, n'est-ce pas, l'épanouissement de la race, de la race aryenne et de la nation allemande. Bon. Mais ce qu'on ne dit pas, et ce que je me permets de vous apporter, c'est que c'est exactement aussi la thèse du néolibéralisme. C'est-à-dire que l'école, si vous voulez, l'école de Chicago, Gary Becker, Friedman, etc., ils ne disaient pas autre chose. Ils ne disent pas autre chose, à savoir que c'est la concurrence des marchés qui fait le meilleur. Et c'est très important, parce qu'on confond souvent le libéralisme et le néolibéralisme, ça n'a rien à voir. Je ne parle même pas du libéralisme philosophique, qui est un discours d'émancipation, c'est-à-dire, n'est-ce pas, aie le courage, qu'est-ce que les Lumières de 1984 de Kant, n'est-ce pas, aie le courage de sortir de l'état de minorité dans lequel tu te complètes toi-même, ne te fie qu'à ta raison critique, à ta loi morale. C'est un discours d'émancipation, de liberté, qui va, en quelque sorte, innerver toute la première moitié du XIXe siècle. 1848, le printemps des peuples, 1848, se fonde sur ce discours d'émancipation. Mais dans la deuxième moitié du XIXe siècle, il va de soi qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas se fier à sa raison critique et à sa loi morale si on travaille au fond d'une mine à 6 ans ou 8 ans, si on est obligé d'aller se louer sur le marché du travail, si on crève la dalle. Donc, en quelque sorte, ce discours n'est valable que pour une partie de la bourgeoisie, n'est valable que pour une partie des classes sociales. Et cet effondrement, d'ailleurs, du discours des Lumières, du discours émancipateur des Lumières, va produire, n'est-ce pas, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, aussi bien, je dirais, les disciplines scientifiques comme la sociologie, la psychologie sociale, etc., Durkheim, Tarn, etc., que les mouvements politiques, comme bien sûr le marxisme, le socialisme et autres. Et, il ne faut pas l'oublier, et ce que Yves Sternel appelle le fascisme à la française, c'est-à-dire ce qui va anticiper, si vous voulez, sur les mouvements totalitaires de l'entre-deux-guerres. Donc, il faut bien voir, n'est-ce pas, que cette idée, en quelque sorte, de la concurrence comme principe majeur de l'évolution est quelque chose de très important dont nous ne nous sommes pas débarrassés. Et il ne faut pas croire, et Marc Nazi a eu l'amitié de le rappeler, j'insiste beaucoup dans mon livre, mais je ne le ferai pas ce soir, déjà sur les travaux de Walter Benjamin de philosophie de l'histoire, et il ne faut pas croire que le nazisme, n'est-ce pas, nous menace parce que quelques nazillons vont faire le salut nazi, ou vont faire la quenelle, ou vont collecter des chants nazis, ça n'a aucune importance, ça. Enfin, ça n'a aucune importance, je veux dire, c'est des broutilles, c'est des trucs d'antiquaires, c'est des anticailles, si vous voulez. Les formes du nazisme aujourd'hui, ce sont en quelque sorte, les formes actualisées, par exemple, dans le management, n'est-ce pas, des salariés. N'est-ce pas ? Il faut voir, il y a tous les travaux de mon ami Yohann Chapoutot là-dessus, l'historien, n'est-ce pas, qui montrent justement cette réactualisation de l'idéologie nazie dans les formes même, encore une fois, de gouvernement des individus sur les lieux de travail. Donc,
je fais vite et je fais simple, voilà encore un autre principe, la concurrence. Il faut lire Michel Foucault, par exemple, qui montre très bien que le néolibéralisme, c'est pas, encore une fois, le libéralisme, c'est pas laisser faire, il ne faut pas croire, c'est pas moins d'État et laisser faire. Ça, c'était les physiocrates, etc. Le néolibéralisme, c'est pas ça. Le néolibéralisme naît de l'ordolibéralisme, n'est-ce pas? Il naît, si vous voulez, de l'entre-deux-guerres, d'ailleurs, et il est recyclé ensuite par l'école de Chicago. Le néolibéralisme, c'est que l'État est chargé d'organiser la concurrence et est chargé de se transformer au modèle des marchés. C'est-à-dire que le foyer d'expérience du néolibéralisme, c'est, pour le dire autrement, l'individu auto-entrepreneur de lui-même, l'individu micro-entreprise libérale, autogérée, ouverte à la concurrence et à la compétition sur le marché des jouissances existentielles. Et donc, en quelque sorte, c'est cette figure anthropologique qui doit si vous voulez, se diffracter, se déployer sur l'ensemble de l'organisation du lien social. Et là, vous avez quelqu'un qui a compris ça. C'est une grande criminelle, à mon avis, c'est Margaret Thatcher. Margaret Thatcher a tout à fait compris quand elle dit, par exemple, la société n'existe pas, il n'y a que des individus. Et elle ajoute, la pauvreté est une déficience personnelle. Vous avez là, alors j'ai pas le temps de vous le développer, et puis je le développe dans mon prochain bouquin qui sort en janvier, un peu de pub, donc je ne vais pas le faire maintenant, mais c'est aussi lié à une certaine conception religieuse dont je ne vais pas vous parler ce soir. Donc vous voyez, alors c'est très important. Or la concurrence, comme dit Paul Valéry, la concurrence permet le meilleur marché, mais pas la meilleure qualité. Et bien c'est ce qu'ils ont fait de nos vies. C'est ce que nous faisons aussi de nos vies. Oui. Alors, il y a encore plein d'autres choses dont je pourrais parler très rapidement, mais je vais vous dire un mot de l'épidémie, surtout que, comme vous le savez, elle est loin d'être terminée. D'ailleurs, je vous rassure tout de suite, ça n'est qu'une parmi toutes celles qui nous attendent. C'est un autre problème. Alors, ce qu'il faut voir sur la notion d'évolution, c'est la citation de quelqu'un que j'aime bien, qui est Georges Canguilhem, médecin, philosophe, humaniste, qui écrit « L'idéologie évolutionniste fonctionne comme auto-justification des intérêts d'un type de société, la société industrielle, en conflit avec la société traditionnelle d'une part, avec la revendication sociale d'autre part. » Donc en gros, c'est relativement simple, vous l'avez compris, n'est-ce pas ? Cette philosophie de l'évolution, comme cette philosophie, si vous voulez, de la production, comme cette philosophie de la concurrence, elle vise, à un moment donné, quand elle émerge à la fin du XIXe au début du XXe, comme une justification, comme une légitimation, si vous voulez, on va dire, de la domination sociale en cours par la bourgeoisie des affaires, la bourgeoisie industrielle. Bon, alors, je pourrais partir sur bien d'autres choses, comme je n'ai pas du tout présent à l'esprit ce que je vais vous dire dans 3 minutes, je laisse ma pensée me guider, juste pour vous dire quand même au passage que ce qui est très intéressant pour nous, parce que c'est vraiment l'enjeu actuel, ce qui est très intéressant pour nous, c'est de voir que, en quelque sorte, les idéologies dites progressistes ne sont que des idéologies, si vous voulez, spenceriennes, ripollinées. C'est-à-dire cette idée que demain sera mieux si on met le paquet sur le développement des techniques, le développement de l'économie, etc. Et face à ça, vous avez un autre courant, à la fin du 19e, au début du 20e, cet autre courant, c'est le courant dit des solidaristes. Il faut bien voir, c'est très important parce que c'est en train aujourd'hui de réapparaître. On dira que Jean-Michel Blanquer est pour moi le ministre de l'Éducation qui est le plus spencerien que nous ayons connu depuis un siècle. Il va de soi, n'est-ce pas, que face, si vous voulez, à cette idéologie de la concurrence, de la compétition, cette idéologie, si vous voulez, de la sélection, cette idéologie de l'évolution, etc., cette idéologie aussi d'une rationalité technique, c'est quand même ça qui est en jeu, n'est-ce pas, vous avez un courant qui aujourd'hui nous paraîtrait révolutionnaire, n'est-ce pas, il nous paraîtrait à l'ultra-gauche de l'ultra-gauche, alors qu'à l'époque, c'était des radicaux socialistes, francs-maçons, humanistes, républicains, et plutôt dans un courant à distance des socialistes et du marxisme. C'est intéressant, c'est le courant des solidaristes.
Pourquoi je m'intéresse aux solidaristes? Parce que ce sont de vrais humanistes, et ça aussi je vous en parlerai pas ce soir, parce que ça sera dans le prochain bouquin quand vous m'inviterez au printemps, n'est-ce pas? Eh bien, les solidaristes, ils ont cette idée, ils sont prisonniers eux aussi, n'est-ce pas? N'oubliez pas, on est à la fin du 19e, début du 20e, ils sont prisonniers de l'importance de la biologie. Ils sont prisonniers de l'embryologie, ils sont prisonniers de l'histoire des espèces, prisonniers, si vous voulez, d'un modèle scientifique. C'est très important, parce que si on arrive à justifier les inégalités sociales comme étant déterminées par des faits de nature, il n'y a plus tellement à les combattre. Il y a à les corriger, mais plus à les combattre. Vous voyez, c'est un point qui est extrêmement important. Et les solidaristes, ils sont un peu coincés, parce que, bien sûr, ils savent que dans l'univers du vivant, il y a des rivalités d'espèces, bien sûr, il y a de la compétition, etc. Ils ne savent pas trop, finalement, comment ils vont pouvoir, en quelque sorte, je vous dis ça, c'est un point très important, je vous le dis très rapidement, ils vont pouvoir concilier leurs idéaux humanistes et ce constat, si vous voulez, que dans l'évolution biologique des espèces, dans le règne du vivant, il y a de la compétition, il y a effectivement de la sélection, etc. Et alors, c'est très intéressant, mais je ne vais pas le développer, parce que selon les solidaristes, c'est pas la même chose chez Léon Bourgeois, chez Alfred Fouillé, chez Célestin Bouget, c'est pas pareil. Selon les solidaristes, ils vont, par exemple, chez Léon Bourgeois, dire « Oui, c'est vrai, d'accord, mais d'abord, c'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a que de la compétition. Il y a aussi une solidarité entre les espèces, ils disent. » Et ils s'appuient notamment sur Kropotkin, avec, comme vous savez, son livre sur l'entraide. Bon, l'entraide dans le monde animal, etc. Et puis, par exemple, Léon Bourgeois, il a cette idée, mais justement, si la nature est cruellement évolutionniste et sélectionneuse, eh bien, puisque nous avons des idéaux de justice sociale, puisque nous avons des idéaux spécifiquement humains, en quelque sorte, nous devons connaître les processus naturels de compétition pour pouvoir les corriger. Alors, chez Alfred Fouillé, bon, je ne vais pas rester trop longtemps dessus, parce que vous m'avez pas invité pour ça, mais chez Alfred Fouillé, l'idée est encore plus maligne, si j'ose dire, puisque lui, il dit, oui, mais la justice sociale, c'est justement le terme de l'évolution naturelle de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'en gros, il a cette idée, si vous voulez, que les idéaux ne sont pas contradictoires avec l'embryologie, avec l'évolution biologique des espèces, etc., mais qu'on a oublié que après la compétition, il peut y avoir un stade supplémentaire qui est du côté de l'entraide, qui est du côté de la justice sociale. Et ils ont cette idée, après j'en termine, ils ont cette idée que la société ne se fonde pas sur la rivalité et la concurrence, elle ne se fonde pas sur la compétition, elle se fonde sur ce qui s'appelle la dette sociale. Elle se fonde, si vous voulez, sur ce que Léon Bourgeois appelle le quasi-contrat. C'est-à-dire, de fait, on contracte la nécessité d'une fraternité, d'une solidarité, parce que, et là il a raison psychologiquement parlant, dès la naissance, n'est-ce pas, le petit homme, qui a la plus longue enfance, comme vous savez, de toutes les espèces, n'est-ce pas, c'est l'espèce humaine, le petit homme, eh bien il a besoin d'un autre secourable pour répondre en quelque sorte à ses besoins et l'ouvrir en quelque sorte à l'espace de la culture et du désir. Et ça c'est un truc très très important, je ne vais pas vous développer, n'est-ce pas, parce que ça veut dire que, on le retrouve aussi chez Stefan Zweig d'une autre manière, c'est cette idée que ce qui fait la société n'est pas en quelque sorte l'affrontement, la compétition, mais c'est la dette que l'on contracte du fait même de naître humain. Voilà, c'est un point très important. Bon, alors je vais enfin commencer mon topo, notamment puisque je vous l'avais promis. Bon, peut-être quand même juste un mot encore, avant de commencer. Juste un mot encore avant de commencer. Il faut voir que, comme vous le savez, dans l'histoire de l'humanité, on a toujours craint la fin du monde. La fin du monde est un thème millénariste que l'on voit de manière récurrente, n'est-ce pas? C'est une rémanence culturelle, n'est-ce pas, que le monde va se terminer, etc. Mais il y a une différence entre le monde des anciens, si j'ose dire, et le monde des modernes. C'est que la fin du monde, chez les anciens, ils y croyaient, quasi religieusement. C'est du domaine de la croyance. Mais ils n'avaient pas la possibilité de le savoir. Il leur manquait, en quelque sorte, n'est-ce pas, les outils méthodologiques leur permettant de déterminer de manière probabiliste l'émergence, n'est-ce pas, d'une fin du monde.
Chez nous, c'est l'inverse. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire, chez nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire, nous avons, n'est-ce pas, tous les moyens d'analyser de manière probabiliste que on ne peut pas exploiter à l'infini une planète aux ressources finies. Comme le disait mon ami Bernard Maris, c'est vraiment une folie d'économiste que de penser que l'on... Bon. Et pourtant, nous n'y croyons pas. Et nous le savons, mais nous n'y croyons pas. Et vous voyez, je ne vais pas développer, mais cette différence de régime, en quelque sorte, d'adhésion ou de contestation, est extrêmement importante. Je retrouve d'ailleurs une citation chez un spécialiste des épidémies, qui est notre ami Patrick Zilberman, qui écrit dans ses tempêtes microbiennes, il écrit « Nous avons beau disposer des données démontrant la possibilité d'une catastrophe future, nous n'y croyons pas. Nous ne croyons pas ce que nous savons. Et dès lors, si la question tient à la croyance et non pas au savoir pour persuader les hommes, le porte-parole du catastrophisme doit adopter la position du prophète, prophétiser une catastrophe dont il espère qu'elle ne se produira pas, afin qu'elle ne se produise pas. » Donc vous voyez, je crois que c'est un point qui est extrêmement important, encore une fois. En gros, tant que nous serons, n'est-ce pas, dans une position à la fois subjective et sociale, une position à la fois épistémique et politique, de savoir que nous risquons, et je vais maintenant vous le démontrer, que nous risquons en quelque sorte de produire notre propre disparition, mais que nous n'y croyons pas, nous continuerons, bien évidemment, à vivre comme nous vivons. N'est-ce pas ? Et c'est d'ailleurs pourquoi, à mon avis, de mon point de vue, la crise écologique n'est que la partie émergée de l'iceberg d'une crise anthropologique. C'est-à-dire, pourquoi voudriez-vous que les humains traitent mieux la nature qu'ils ne se traitent eux-mêmes et qu'ils ne traitent les autres ? C'est-à-dire que dans, justement, notre modernité industrielle, il s'agit d'extraire de la nature comme du vivant, n'est-ce pas, un stock d'énergie à exploiter à l'infini. Et par rapport à ça, on peut mettre toutes les instances juridiques qu'on veut. Je vais peut-être décevoir un certain nombre d'entre vous, mais le droit est impuissant face, encore une fois, à ce défaut de croyance. Le droit a quelque chose, disait la philosophe Simone Weil, a quelque chose de négociable, a quelque chose de commercial. Or, il ne s'agit pas là, en quelque sorte, de droit. Il ne s'agit pas de mettre simplement, bon, c'est important, mais il ne s'agit pas simplement de mettre des barrières juridiques, des régulations juridiques. Il s'agit de changer une position qui est à la fois une position épistémique et politique par rapport à la catastrophe. Alors, juste encore quelques petits mots, puis après j'y viens, je vous promets. Bon. En gros, le premier point, c'est qu'est-ce qui a fait traumatisme, véritablement traumatisme au sens étymologique de trou, au sens étymologique de blessure, qu'est-ce qui a fait traumatisme dans cette épidémie de Covid-19 que nous continuons à subir. Ce qui a fait traumatisme, c'est pas simplement le virus. Des virus, il y en a eu. Des virus, n'est-ce pas ? Je vous rappelle que c'est la 3e épidémie de bêta-coronavirus depuis 20 ans. Il y a eu la grippe H1N1 en 2009, le SRAS en 2003, le MERS-CoV en 2012, Ebola en 2013. Bon, et je ne vous dis pas tout ce qu'il y a eu avant, enfin, bien évidemment, dont on pourra peut-être parler dans le débat. C'est pas, encore une fois, le virus, c'est l'état d'impréparation de nos sociétés face au retour des maladies infectieuses. Je vais être plus précis. 2003, l'OMS alerte sur le risque d'un virus tueur de l'humanité. Portrait de ce virus tueur, n'est-ce pas ? Il est peu létal et très contagieux. C'est-à-dire, il est peu létal, ça veut dire qu'il tue pas trop de monde, c'est-à-dire qu'il a besoin de matériel humain pour continuer à se reproduire. Il serait très létal, n'est-ce pas ? Il disparaîtrait. Et très contagieux, bien sûr. C'est-à-dire que toute épidémie, vous l'apprenez de Philippe Sansonetti, Patrick Zilberman et bien d'autres, Nicolas Gall, etc., toute épidémie est comparée à un incendie qui a besoin de rencontrer en quelque sorte des matériaux pour pouvoir continuer à brûler.
le matériau, en l'occurrence c'est nous, vous l'avez compris. Donc, on savait, 1960 par exemple, le directeur de l'OMS dit « Le chapitre des maladies infectieuses est clos. On approche de la fin de la variole, etc. » 1980, le directeur de l'OMS dit « Le chapitre des maladies infectieuses est ouvert. » C'est-à-dire qu'on savait, si vous voulez, qu'on savait parfaitement que, n'est-ce pas, on allait être exposé au retour des maladies infectieuses. Et c'est pas fini. C'est pour ça que, malheureusement, je ne peux pas trop vous rassurer ce soir, vous vous en doutez. C'est pas fini dans la mesure, par exemple, où, pour prendre un exemple très concret, à continuer dans l'Antarctique à creuser des mines, n'est-ce pas, à bouger le permafrost, on libère des centaines de milliers de virus et de bactéries et de prions qui vont bien évidemment détruire une partie des humanités. Récemment, un enfant inuit de 12 ans est mort de l'anthrax en provenance du cadavre d'un renne congelé en voie de décongélation. Donc vous décongelez en quelque sorte, n'est-ce pas, les foyers microbiens, que ce soit des bactéries ou des virus, et bien sûr. Alors, je viens maintenant, non, encore juste un mot. Bill Clinton, vous pouvez penser ce que vous voulez de Bill Clinton et de ses aventures amoureuses, mais Bill Clinton, il n'est pas con. En 1996, il déclare « Le danger aujourd'hui n'est pas le nucléaire, c'est le bioterrorisme et le retour des maladies infectieuses. » 1996, 1997. Chose intéressante pour nous. Il ne le découvre pas, il n'y adhère pas, parce que ces experts, avec des ordinateurs compliqués, vont lui fournir un rapport indiquant qu'il y a une probabilité de bioterrorisme. Pas du tout. Il est convaincu par quoi? Vous voyez la différence entre savoir et croyance, c'est ça que je voudrais essayer de vous faire passer malgré ma grande fatigue. Bon, la différence entre savoir et croyance, c'est qu'il croit parce qu'il lit un livre qui s'appelle « L'affaire Cobra » de Richard Preston, où il est convaincu qu'effectivement le danger est là. C'est très intéressant pour nous. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si nous en sommes là où nous en sommes, c'est parce que nous avons oublié l'histoire des épidémies et parce que nous avons oublié de pouvoir imaginer. Nous sommes en panne d'imagination. Nous sommes bourrés, nourris, n'est-ce pas, de résultats algorithmiques, nourris de chiffres, n'est-ce pas, nous bouffons du chiffre toute la journée. D'ailleurs, ça constitue notre servitude dans le travail, n'est-ce pas? Mais nous n'imaginons pas. Or, justement, la fiction, et en particulier la science-fiction, elle permet d'imaginer. Elle permet d'imaginer. Et Bill Clinton, il a cette idée, bon, je vous passe les détails, mais il faut suivre l'évolution, bien évidemment, des mesures qui sont prises, etc. Mais il y a là quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire, il faut pouvoir se donner les moyens de l'imagination, et vous pensez bien que c'est pas Jean-Michel Blanquer qui va vous donner les moyens d'imagination, il ne les a pas lui-même. Bon. Alors, en 1973, pour vous donner un autre exemple précis, vous le savez, il y a le choc pétrolier. À ce moment-là, les Américains arrêtent d'acheter des grosses cylindrées, n'est-ce pas, parce qu'il manque de pétrole. Quelques années après, ils retournent acheter une grosse bagnole. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire ce que vous entendez tous les jours, que vous ouvriez TF1, TF2, BFM, même parfois France Culture, mais peu importe, tous les jours les gens disent « je veux profiter, je veux tourner la page ». Mais c'est la pire des conneries, mais c'est odieux, mais c'est lamentable. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire je veux vivre dans un présent immédiat qui ne me permet pas de tirer l'analyse des phénomènes du passé pour pouvoir préparer l'avenir. C'est-à-dire que c'est l'oubli qui constitue, si vous voulez, un des vecteurs fondamentaux des catastrophes que nous avons rencontrées. Alors ça y est, je viens au début de mon topo. Ce que je suis venu vous dire, c'est pas un très grand scoop, mais quand même, ça mérite d'être rappelé, c'est que le traumatisme, par exemple, n'est-ce pas, en psychanalyse, et mon ami, le docteur André Camelio, était avec moi lorsqu'on parlait justement de la question des névroses traumatiques, n'est-ce pas? Eh bien, le traumatisme, il n'est jamais produit uniquement par le choc physique reçu, le choc de l'environnement, mais il est produit
par l'état organique et psychique de celui qui reçoit le choc. Ça va, je suis clair? Alors, je ne sais pas si tu te souviens, André, mais de l'exemple du cheminot qui travaillait sur une voie, n'est-ce pas, une voie ferrée, et un wagon arrive par derrière et le projette à quelques mètres, il n'est pas gravement blessé. Mais il n'a pas eu le temps de se préparer, si vous voulez, au choc. Et il développe une névrose traumatique avec, n'est-ce pas, cauchemar, terreur nocturne, sudation, impossibilité de retourner au travail, tremblement, enfin tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, et alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai retrouvé chez un spécialiste justement du déclin des sociétés une idée semblable, c'est Jared Diamond, sur les fondements des sociétés, qui dit cette chose qui est très vraie, et il dit comme nous finalement, il dit qu'en gros le traumatisme c'est 50% la société, 50% l'environnement. C'est-à-dire qu'en gros, pour le dire autrement, vous voyez, le problème, le traumatisme véritable que nous avons eu avec cette épidémie et qui n'est pas terminé, c'est l'état de sidération dans lequel nous étions, parce que nous étions démunis, nous étions désarmés. Et pourquoi est-ce que nous étions désarmés et démunis? J'y viens. C'est que vous savez que mon discours n'est pas aussi incohérent qu'il pourrait vous paraître. Vous voyez qu'il y a une certaine logique. Bon. Eh bien, nous étions désarmés, nous étions démunis, parce que la logique néolibérale faisait qu'on a bien pensé à une mondialisation, qui est une globalisation pour aller vite, à savoir transformer la planète en grand marché économique, avec des moyens de déplacement extrêmement importants d'hommes et des marchandises, mais que nous n'avons pas doté les sociétés de protection sociale et sanitaire accompagnant justement cette globalisation. C'est-à-dire qu'on a fait voyager les hommes et les marchandises pour qu'ils fassent des affaires, avec d'ailleurs le mirage d'une réduction des inégalités, mais sans pour autant accompagner, si vous voulez, n'est-ce pas, cette transformation de mode de vie, la globalisation, une transformation des modes de vie, n'est-ce pas, des moyens sanitaires et sociaux de les protéger. Au contraire, puisque justement, puisqu'il s'agissait par la concurrence de favoriser le moins-disant social, c'est-à-dire ce qui coûte le moins cher, on a externalisé la fabrication du matériel sanitaire, qu'il s'agisse des masques, qu'il s'agisse des réactifs de test, qu'il s'agisse des bouteilles d'oxygène, qu'il s'agisse du Doliprane et non de médicaments. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important parce qu'on a été démunis pour ça. Alors, j'ajouterai, mais là, je ne vais pas en parler tout de suite, si j'ai un peu de temps, parce que je n'ai pas encore commencé, Marc, c'est pas grave? C'est grave, bon, très bien. Bon, non, je m'arrêterai avant, c'est promis. Bon, si vous voulez, ce qui est aussi grave, bien évidemment, c'est que non seulement nous étions démunis matériellement, non seulement nous étions démunis en termes, si vous voulez, de matériel sanitaire, n'est-ce pas, d'indépendance et de souveraineté nationale, mais nous avons été démunis politiquement. Pourquoi? Parce que nous avons été confrontés à une parole défaillante de l'État prise dans le mensonge et la tromperie. Et à partir du moment où on vous dit les masques ne servent à rien, les masques sont dangereux, les masques ne se portent que quand on est malade, les masques doivent se porter maintenant en permanence, n'est-ce pas? Vous êtes là dans quelque chose qui s'appelle le discrédit de la parole de l'État et qui produit quoi? Qui produit exactement ce à quoi nous avons aujourd'hui affaire, à savoir une société du spectacle qui donne la médiatisation de ceux qui sont pour et de ceux qui sont contre le vaccin. Mais ça n'est que la résultante, n'est-ce pas? Ça n'est que la résultante de la manière de gouverner. Michel Foucault dit, si vous voulez connaître la nature d'un pouvoir, n'est-ce pas, il faut analyser les formes qui y résistent. Et bien aujourd'hui, toutes les formes qui résistent au pouvoir ne se rendent pas compte qu'elles sont prises dans la culture de ce pouvoir. Eh bien, c'est clair. Alors, j'ai combien de temps encore pour savoir? Parce que, hein? On a jusqu'à 8h15. D'accord. Non, mais ça va très bien, très bien. Alors, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, en gros, tout occupé à se prémunir du danger terroriste, l'État a ignoré les risques épidémiques. D'ailleurs, une partie de nos malheurs à propos des masques proviennent du fait qu'une partie du budget qui était pour honorer un contrat que l'État avait passé avec des usines de production de masques a été affectée, n'est-ce pas, sur d'autres budgets, notamment la lutte du terrorisme. Et, vous voyez,
ce que j'essaie de vous montrer aussi, et là encore, il me faudrait encore 2 heures, j'ai pas le temps, et vous non plus, mais en gros, nous sommes pris par un mode de rationalité qui est le court terme. Nous sommes pris par un mode de rationalité qui est la rentabilité immédiate. Nous sommes pris par un mode de rationalité qui nous interroge sur notre rapport à la temporalité. Qui nous interroge sur le rapport à la temporalité. Et c'est là où, effectivement, la philosophie de l'histoire est quelque chose d'absolument essentiel. Alors, vous voyez, ce qui est quand même criminel, et là encore une fois, pourquoi je m'en prends à ce pauvre, brave Jean-Michel Blanquer, n'est-ce pas ? C'est parce qu'il est l'exemple même de ce qui démolit les humanités, de ce qui démolit la place de la philosophie d'enseignement, de ce qui démolit la place de l'histoire, de ce qui démolit tout ce qui pourrait nous permettre de tirer les expériences, une leçon des expériences du passé. Et par exemple, comment voudriez-vous ne pas avoir affaire aujourd'hui, n'est-ce pas, à ce que les épidémiologues et les historiens appellent une transition épidémique. Qu'est-ce que c'est une transition épidémique ? Eh bien, c'est l'émergence de maladies qui accompagnent un changement dans le mode de vie, tout bêtement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de culture et de civilisation qui ne soit accompagné, notamment, par, n'est-ce pas, par l'émergence, le retour de maladies infectieuses. Je vous donne quelques exemples rapides de ce qu'on appelle une transition épidémique, je n'ai pas le temps de vous détailler. Première transition épidémique, elle se passe au néolithique, mais ça remonte. Il n'y avait pas Macron à l'époque. La transition, n'est-ce pas, épidémique au néolithique, c'est lorsque l'humain cesse d'être chasseur-cueilleur, qu'il se sédentarise, et qu'à ce moment-là, en se sédentarisant, n'est-ce pas, il a aussi, il fait de l'agriculture, de l'élevage, etc., en proximité, bien évidemment, avec des animaux sauvages aussi, puisqu'il gagne en même temps sur la nature. C'est-à-dire, première apparition des épidémies de manière massive, les paléontologues vous l'expliquent, c'est bien sûr les zoonoses qui sont produites de par la concentration de l'humain sur une zone donnée en contact avec des animaux. Je vais rapidement vous donner 2-3 exemples pour que vous compreniez rapidement. Bon, deuxième type de transition épidémique, c'est par exemple 5e siècle avant Jésus-Christ, lorsque les guerres, n'est-ce pas, les guerres entre les cités grecques, les guerres avec l'Asie, etc., font que les hommes circulent, n'est-ce pas, les hommes circulant, les microbes circulent avec, et les hommes se concentrent aussi, je prendrai l'exemple tout à l'heure de Rome, les hommes se concentrent dans des villes, et du coup, cette concentration, cette circulation, favorise, encore une fois, les épidémies, et ce d'autant plus qu'ils gagnent sur la nature sauvage. C'est vrai que la déforestation, aujourd'hui, par exemple, est une catastrophe parce qu'elle accroît, en quelque sorte, le contact entre les humains, les animaux domestiques et les animaux sauvages. Après, vous pouvez toujours chercher le pangolin, si vous voulez, c'est pas le problème. Bon. Oui, autre type de transition épidémique, mais là, je n'ai pas le temps de développer, mais si j'ai une citation, je vous la donne parce qu'elle est magnifique, c'est les travaux de Kiel Harper sur la chute de l'Empire romain. La chute de l'Empire romain, n'est-ce pas, elle n'est pas due à l'invasion des barbares. La chute de l'Empire romain, si vous voulez, elle est due à un changement climatique, qu'on appelle le petit âge glaciaire, et elle est due en même temps, n'est-ce pas, à la flambée des épidémies. La peste antonine, la peste justinienne, etc. C'est-à-dire que, et la concentration, Rome est un bouillon de culture. Rome est un bouillon de culture où les gens sont... C'est-à-dire que c'est au moment, j'espère trouver la citation, sans trop vous faire perdre de temps, parce qu'elle vaut la peine, c'est au moment, vous voyez, bon, tant pis sinon, bon, voilà. Citation donc de Kiel Harper, qui a fait un travail magnifique sur comment l'Empire romain s'est effondré. Il écrit « Les Romains ont fait l'expérience de paradoxe, ils étaient désespérément pris dans le cercle vicieux de leur marche en avant, avec ses répercussions écologiques malheureuses. Tous les indices pointent en direction d'un empire où planait en permanence sur la population un danger pathogène, malgré, et d'une certaine manière, à cause des succès de l'économie. » Il dit un peu plus loin, n'est-ce pas ? Donc, que l'environnement ait joué un tel rôle dans ce qui fait et défait l'histoire de l'une des civilisations les plus remarquables doit être une source d'inspiration. Rome est presque inévitablement un miroir et un instrument de mesure. L'expérience romaine est bien plus importante en tant qu'épisode d'une histoire en cours. Loin d'être le point final d'un ancien monde irrémédiablement perdu, la rencontre romaine avec la nature
pourrait constituer le premier acte d'un nouveau drame qui n'est pas terminé. Un monde précocement global, où la revanche de la nature commence à se faire sentir malgré l'illusion persistante de la nature. Tout cela pourrait bien avoir un air familier. Alors, je ne développe pas davantage, il faut se taper les 700 pages du bouquin, mais c'est vraiment assez extraordinaire. Vous voyez, en gros, alors on pourrait prendre d'autres exemples. Pourquoi est-ce que les Inuits survivent au Groenland alors que les Vikings sont obligés de partir? Parce que les uns ont une société qui sait s'adapter au changement des conditions de production, conditions économiques, conditions de commerce, conditions naturelles, les autres pas. Qu'est-ce qui fait, en quelque sorte, que les peuples amérindiens disparaissent de la planète? C'est pas simplement parce qu'ils sont battus par les armées européennes, mais parce que les armées européennes amènent des maladies, etc. Qu'est-ce qui fait que certaines zones d'Afrique vont mieux que d'autres résister à la colonisation? C'est parce que, justement, elles sont auto-immunisées contre certaines maladies et que les colons, par contre, en succombent, etc., etc. Donc, ce que je suis en train de vous dire, vous l'avez compris, c'est que, en modifiant notre biotope, nécessairement, par les changements de notre culture de vie, nécessairement, nous allions favoriser l'émergence d'un certain nombre de catastrophes écologiques, que ce soit des épidémies, je ne vous parle pas du climat, je ne vous parle pas de la pollution, je ne vous parle pas des tsunamis, etc. Mais n'est-ce pas, on ne peut pas faire, vous voyez, quand par exemple on entend, nous sommes en guerre, notre ennemi c'est le virus, c'est une des plus belles conneries épistémologiques qu'on puisse entendre pour quelqu'un qui s'intéresse un peu à la virologie. C'est pas le virus qui est pathogène. Le virus ne devient pathogène que dans certaines conditions et que selon la manière dont on l'accueille et dont on le traite. C'est comme les bactéries. Les bactéries ne sont pas forcément pathogènes, elles peuvent devenir pathogènes dans des conditions spéciales. Voyez. Alors, pour prendre un dernier exemple là-dessus, si vous prenez justement l'exemple des colonisations européennes, par exemple la conquête de l'Amérique, c'est la source d'un formidable choc écologique qui est absolument terrifiant. Et encore un petit effort, si vous prenez par exemple l'émergence au XIXe siècle de la navigation en moteur, de la révolution industrielle, ça va complètement changer les conditions de circulation des hommes, oui bien sûr, mais des microbes aussi. C'est-à-dire que si vous voulez, là où il fallait des mois, n'est-ce pas, aux vibrions colériques pour se balader de l'Europe aux États-Unis, il va lui falloir quelques jours ou quelques semaines, n'est-ce pas, et aujourd'hui quelques heures. Vous voyez, et là encore, va se poser la question d'un conflit permanent dans l'histoire. On n'est pas très loin de Marseille, je sais que les Aixois n'aiment pas Marseille, mais enfin, on n'est pas très loin de Marseille, 1720 la peste, on a le conflit entre les intérêts commerciaux et les intérêts sanitaires. Lorsqu'en 1838-1942 à New York, si vous voulez, il y a eu une épidémie de choléra, va se poser la question de la quarantaine, et là, bien évidemment, n'est-ce pas, les commerces vont commencer à dire « Ah non, c'est la tyrannie du sanitaire ». C'est les despotes de la santé. On pourrait s'amuser à vous montrer, n'est-ce pas, les slogans qui fleurissent à ce moment-là, ce sont les mêmes que l'on rencontre aujourd'hui. Sans oublier, si vous voulez, que la théorie miasmatique qui, encore quelques borestes à ce moment-là, va permettre à certains de considérer que c'est pas la peine d'assainir les conditions de distribution de l'eau potable et va continuer à laisser, n'est-ce pas, l'eau potable en contact avec les microbes, etc. Oui. C'est-à-dire qu'on rencontre toujours les mêmes choses. Voilà. Ce que je voulais essayer rapidement de vous faire entendre ce soir, parce que vous avez eu la gentillesse de m'inviter, c'est que ce drame que nous rencontrons, qui est aussi bien le drame du vivant, le drame de l'écologie, que, encore une fois, le drame de nos sociétés, et parfois même des tragédies humaines avec le problème vous voyez, du Covid, il va de soi qu'il est inséparable des conditions que nous avons construites pour nous en protéger. Il va de soi que fermer 100 000 lits d'hospitalisation risquait bien évidemment de mettre les hôpitaux en difficulté. Et ça a continué. J'ai été interviewé tout à l'heure
part des journalistes. Alors le monde d'après, et je leur ai dit, le monde d'après, c'est le monde d'avant, mais en pire. C'est-à-dire que ça n'a pas empêché, n'est-ce pas, de continuer à faire les délits. Ça n'a pas empêché, n'est-ce pas, de continuer, si vous voulez, une logique de tarification à l'activité, n'est-ce pas, qui est une catastrophe. Ça n'a pas empêché le non-remplacement de personnel, avec de temps en temps un peu de poudre aux yeux pour pouvoir calmer un peu les masses. Vous voyez, et ça, c'est tout à fait terrible. Et ça, surtout, moi, mon travail, mon combat pour aller vite aujourd'hui, c'est plutôt ça n'a pas empêché les manières de concevoir la réalisation des actes professionnels que nous faisons. Tant que vous maintenez une évaluation qui est une évaluation par score, par chiffre, une évaluation quantitative, où tout se passe comme si la qualité n'était qu'une propriété émergente de la quantité, tant que vous avez ce mode d'évaluation, eh bien, de toute façon, nous irons dans le mieux. C'est-à-dire, de toute façon, à partir de ce moment-là, on considérera toujours, si vous voulez, qu'un chiffre vaut mieux qu'un homme. Alors, quand je dis qu'un homme, surtout ne m'accusez pas, aucune femme, non. Alors, pour essayer de conclure dans les 10 minutes, ça va, je prends 10 minutes? Non. Vous voyez, c'est à chaque fois, ce que je pourrais essayer de vous dire, c'est qu'à chaque fois, l'importance des traumatismes que l'environnement inflige à des sociétés, qui les affaiblissent ou les précipitent dans leur chute. Je vous la donne, parce qu'elle est vraiment très belle. Une citation de Paul Valéry. Paul Valéry qui écrit dans La crise de l'esprit, « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers, d'empires coulés à pic avec tous les hommes et tous leurs engins, descendus au fond inexplorables des siècles avec leurs dieux et leurs lois, leur académie et leurs sciences pures et appliquées, avec leur grammaire, leur dictionnaire, leurs classiques, leurs romantiques, leurs symbolistes, leurs critiques et les critiques de leurs critiques. Mais ces naufrages, après tout, n'étaient pas notre affaire. Et nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. Et c'est à ça, aujourd'hui, encore une fois, que nous avons affaire. Donc si nous ne revoyons pas notre copie de ce point de vue, c'est-à-dire en termes de service public, c'est-à-dire en termes d'autonomie professionnelle dans la réalisation des actes que nous avons à faire. On nous a beaucoup gonflé avec l'héroïsme. Moi, Volgo qui est là a répondu à une journaliste sur la question de l'héroïsme des soignants, pour montrer que c'était vraiment prendre les gens pour des couillons, ces histoires d'héroïsme. Surtout qu'un peu avant, on leur avait fait un peu sur la tête et qu'un peu après, ça recommence. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que, et c'est là où il faut relire Marc Bloch. Si vous ne lisez pas Gori, c'est pas grave, mais lisez Marc Bloch, Une tranche des fêtes. Parce que il montre bien. Marc Bloch dit, qu'est-ce que c'est l'héroïsme ? L'héroïsme, c'est simplement l'honnêteté de faire son métier. Et il dit, un mec, enfin il dit pas un mec, il dit un homme qui travaille correctement comme instituteur, comme boulanger, comme intellectuel, comme médecin, sous la mitraille, il continuera à bien travailler, il fera son travail de soldat. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on va le dire de manière plus compliquée, l'honnêteté de faire son métier, c'est l'éthique d'adhérer à la substance de la finalité que le métier est censé servir. Or aujourd'hui, ce n'est pas le cas. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, vous n'êtes pas évalué sur votre conformité à adhérer à la substance des finalités pour lesquelles vous êtes payé, mais vous êtes censé répondre aux scores qui sont définis. C'est d'ailleurs comme ça que les publications scientifiques ne sont jamais lues. 85% des publications scientifiques ne sont pas lues, elles ne sont pas faites pour être lues, elles sont faites pour être publiées. Et bien évidemment, ça produit du conformisme et ça produit de l'imposture, voire mon magnifique bouquin, n'est-ce pas, sur la fabrique des imposteurs, vidéo qui a reçu quasiment, c'est quasiment mieux que Zemmour, puisque ça a reçu 1 300 000 vues. Non, et c'est ma timidité, c'est pour ça que vous ne m'entendez pas. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde où l'évaluation, les manières d'évaluer, les manières de produire la valeur, n'est-ce pas, comme étant quelque chose de tarifable, comme étant quelque chose de quantitatif, comme étant en quelque sorte
quelque chose de formellement définissable conduit soit au conformisme social, soit à l'imposture, c'est-à-dire les deux mamelles de la plupart des régimes totalitaires. Alors, pour terminer, vous l'avez compris, l'épidémie de Covid, ça n'est rien d'autre qu'une maladie de l'Anthropocène, c'est-à-dire effectivement de ce que les conditions de vie on peut produire dans notre rapport à la planète et à nous-mêmes. Aujourd'hui, par exemple, les scientifiques de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la diversité et les systèmes de l'écosystème, et les services de l'écosystème, évaluent le nombre de virus actuellement présents dans la nature, susceptibles de provoquer des maladies infectieuses, entre 632 000 et 827 000. D'autre part, n'est-ce pas, il faut voir que nous sommes tellement prisonniers du présentisme, ce que les historiens comme Hartog appellent le présentisme, ou l'actualisme, pour parler comme Nicolas Berdyaev, que nous oublions même, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas dire, il faut profiter, il faut oublier, il faut passer à autre chose, parce que c'est pas vrai. Oubliez qu'en 1957, la grippe asiatique a fait 100 000 morts en France, et plus de 2 millions dans le monde. Qu'en 1969, la grippe de Hong Kong a fait 31 000 morts en France et 1 million dans le monde. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que battez-vous pour qu'on puisse restituer à l'histoire, à la philosophie, à la fiction, aux utopies, à la sociologie, aux sciences sociales et humaines, une place dans la formation critique du citoyen. C'est-à-dire qu'il faut se battre, et c'est mon combat aujourd'hui, il faut se battre, si vous voulez, pour qu'il y ait une révolution symbolique, au sens de Pierre Bourdieu, c'est-à-dire une conversion, comme dit Bourdieu, une conversion des systèmes de croyance, pour considérer qu'il ne faut pas que les gens se soumettent au protocole, se soumettent aux chiffres, se soumettent en quelque sorte à un gouvernement par les nombres, il faut leur donner les conditions de production d'une pensée. Produire une pensée, c'est pas la cognition, rien à voir. Produire une pensée, c'est en même temps être capable de juger. Je vous cite Arendt, si la capacité de distinguer le bien du mal se révélait liée au pouvoir de penser, il faudrait être en mesure d'exiger de tout être sain qu'il l'exerce, quel que soit son degré d'érudition ou d'ignorance, d'intelligence ou de stupidité. Vous le savez, c'est à propos du procès d'Eichmann, on a beaucoup reproché la banalité du mal, etc., parce qu'on a compris de travers ça racontait, mais c'est pas grave. Mais ce qu'elle montre bien dans le procès à Jérusalem d'Eichmann, elle montre que Eichmann, il a un esprit administratif, il a un esprit fonctionnaire. Et c'est cela qui fait qu'il n'y a pas la capacité de penser. Et donc, si vous voulez, si aujourd'hui nous amenons nos enfants à être excellents en termes de calcul de probabilité, excellents en termes, n'est-ce pas, de conformité juridique, nous sommes dans ce que j'appelle la rationalité pratico-formelle. C'est un peu compliqué, bon, peu importe le mot, mais ça veut dire des choses très simples. La rationalité pratique, c'est la pensée des affaires, combien ça me coûte, combien ça me rapporte. La rationalité formelle, c'est la pensée du droit et des normes. Est-ce que c'est conforme? Est-ce que ça ne l'est pas? Or, c'est cela qui est mis en place dans les systèmes d'éducation, et c'est mis en place avec une puissance considérable qui est apportée par les techniques numériques. J'ai rien contre le numérique, je ne veux pas me séparer de mon iPhone, de mon ordinateur, etc. Ma femme pourra témoigner, c'est pas ça le problème, c'est qu'en quelque sorte, là aussi, il faut s'en servir du numérique et ne pas être dans une position où on est asservi au numérique et qu'il est devenu le moyen de donner des ordres. L'information dans les sociétés de contrôle, ça aussi c'est mon prochain bouquin, l'information dans les sociétés de contrôle, c'est une manière de donner les ordres sans en avoir l'air. Et comme de toute façon on vous donne un paquet d'informations, vous n'êtes plus en situation de pouvoir les digérer, de pouvoir les penser, de pouvoir les traiter, vous êtes en situation d'infobésité, et à ce moment-là, l'information ne sert plus, en quelque sorte, à alimenter la pensée, elle vient à la place d'eux, et on vous donne à ce moment-là le schéma de pensée pour pouvoir donner une cohérence et un sens au monde. Alors, je finis, ne vous inquiétez pas, c'est promis. Je finis par deux citations, puisque j'ai un peu commencé par des citations. De toute façon, je n'ai pas commencé mon topo, hein, vous l'avez compris, vous savez. La première citation, elle est de Charles Nicolle, microbiologiste de génie
qui connaissait très bien les maladies infectieuses, et qui écrivait en 1933, date fatidique, comme vous le savez, « La connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qu'ils sont frères et solidaires. Nous sommes frères parce que le même danger nous menace, solidaires parce que la contagion nous vient le plus souvent de nos semblables. Nous sommes aussi à ce point de vue, quels que soient nos sentiments vis-à-vis d'eux, solidaires des animaux, surtout des bêtes domestiques, qui portent souvent les germes de nos infections. » Ceci pour vous dire que la cohérence, la fraternité sociale, la communauté sociale est un point extraordinairement puissant dans l'analyse des maladies infectieuses et le combat contre ces maladies infectieuses. C'est donc un élément déterminant. Et c'est là où je vais vous provoquer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas contents de ce que je vais dire. Même le journaliste tout à l'heure n'était pas content. Bon, ben, tant pis, je vous le dis, parce que je ne mâche pas mes mots. Il va de soi que, par exemple, refuser une vaccination, en considérant qu'on est libre, que ça m'appartient, est typiquement être victime de l'idéologie néolibérale de se considérer comme propriétaire de soi-même sans le besoin de l'autre. Or, il n'y a pas de liberté sans la présence d'autrui. Donc je prends cette responsabilité, n'est-ce pas? Et vous êtes donc invité à me questionner, si vous voulez, sur ce point. Deuxième et dernière citation, encore une fois, c'est très important que nous puissions trouver dans l'utopie, dans la fiction, dans le récit, dans quelque chose qui est de l'ordre de la parole, ce à partir de quoi nous inventons, comme dit Claude Lefort, la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans un gouvernement par la parole contradictoire et argumentée. Et ça n'a rien à voir avec la société du spectacle qui vous dégouline des informations à longueur de journée sur les chaînes de télévision ou de radio que vous connaissez. La fiction, le récit, le conte, l'expérience, c'est pouvoir transmettre aussi, de bouche à oreille. C'est extrêmement important, n'est-ce pas? Quelque chose qui est la substance même de la vie. Nous avons perdu, dit Benjamin dans son article de 1936, le conteur, nous avons perdu une faculté qui nous paraissait inaliénable, celle de pouvoir nous raconter des histoires. Et il dit, nous l'avons perdu au cours de la Première Guerre mondiale. On pourra écrire des millions de pages sur les événements de la Première Guerre mondiale. On ne pourra pas transmettre une histoire, c'est-à-dire élaborer quelque chose, une expérience qui est venue fracasser l'ensemble des cadres culturels, n'est-ce pas, des soldats qui étaient dans les tranchées. Rien ne les préparait à une bataille de matériel, à une trahison des gouvernants, à des inflations monstrueuses de toutes sortes, à une industrie d'anéantissement. Ils n'avaient pas reçu les cadres culturels pour transformer cet événement en expérience de vie, en expérience de pensée. Et si vous voulez, c'est la raison pour laquelle je milite encore une fois pour la fiction, pour l'utopie, pour le récit, pour la parole, pour les humanités, pour la littérature, pour la poésie. Ça sert à rien, la poésie. Ben, c'est comme l'amour. L'amour, ça sert à rien. La baise, oui, parce qu'on se reproduit. Mais l'amour, ça sert à rien. L'amitié, ça sert à rien. Sauf les amitiés intéressées, mais c'est plus avec des amitiés. Il nous faut donc réhabiliter une culture qui, bien qu'étant inutile, est pourtant essentielle pour rendre à l'humain son humanité. Et je termine avec Benjamin. Il nous faut pouvoir dépasser la négativité du monde par le désespoir de notre imagination. Merci. Allez-y. Soit vous déplacez, soit vous parlez fort. C'est fort. Oui, vous faites une analyse tout à fait remarquable de la situation. Je disais en fait une analyse tout à fait remarquable de la situation, mais ça nous laisse un petit peu sur notre pain parce que je me demande qu'est-ce qu'il faut faire. On se demande si vous êtes du côté du politique ou est-ce que la solution elle est dans la capacité de l'individu à réagir. Vous êtes psychanalyste et vous êtes proche de l'individu, donc a priori, vous êtes plutôt d'abord du côté de l'individu. Voilà, donc là, ce que je voulais vous demander aussi, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il existe
des instances que l'on peut rejoindre pour faire face à cette situation. Est-ce que pendant la guerre, il y a eu la résistance, mais dans la résistance, il y a des mouvements de résistance qui se sont constitués. Est-ce qu'il existe de tels mouvements de résistance aujourd'hui? Vous faisiez allusion à Michel Foucault. Moi, je pensais beaucoup à Gilles Deleuze, qui était le premier à parler de société de contrôle dans les années 70, même Antoine, et donc il disait, de toute façon, la résistance est première. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on est du côté de cette résistance, on est en capacité de faire bouger les lignes. Voilà. Oui. Enfin, si vous voulez, une chose n'exclut pas l'autre, pour aller très vite. C'est-à-dire que moi, bon, enfin, vous ne me connaissez pas, mais j'ai la profonde conviction. La conviction, comme disait Lacan, c'est peut-être une forme de délire sectorisé. Donc c'est peut-être mon délire sectorisé. Mais j'ai la profonde conviction, et je viens d'écrire un papier avec mes amis Frédéric Pierru et Bernard Tepper dans Res Publica, qui est peut-être un journal que vous connaissez, c'est un journal numérique qui est distribué gratuitement d'ailleurs à 50 000 personnes, à peu près en France. Et dans Res Publica, vous pouvez taper, vous verrez, n'est-ce pas, il y a cette idée qu'il faut réinventer les services publics pour pouvoir retrouver la démocratie. J'ai la conviction, c'est pour ça qu'on a lancé l'appel des appels, en 2008, pas en 2018, hein, Marc. En 2008, on a lancé l'appel des appels avec cette idée que, si vous voulez, c'est aujourd'hui, sur les scènes professionnelles, que l'on peut avoir, il n'y a pas que ça, mais que l'on peut avoir un moyen de se réapproprier la démocratie. Alors aujourd'hui, comme nous subissons le taylorisme, le propre du taylorisme, n'est-ce pas, c'est de diviser les tâches afin de diviser les hommes. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte la prescription de ce que les individus doivent faire pour leur éviter une solidarité sociale. C'est écrit textuellement dans la préface de la traduction française j'ai oublié son nom, peu importe, traduction française de Taylor. C'est-à-dire, en gros, pour éviter une solidarité des ouvriers dans des ateliers, puisque ça part de là, Taylor, comme vous savez, n'est-ce pas, eh bien, on va leur dire que chacun doit faire, et à la place, n'est-ce pas, ils perdent quelque chose, mais on va organiser leur travail, ils ne sont plus artisans, ouvriers, si vous voulez, de leur métier, mais à la place, on va leur donner de l'argent, on va compenser, en quelque sorte, si vous voulez, cet asservissement par des moyens financiers. Et l'idée, c'est, et on va ainsi leur éviter de pouvoir se solidariser par la grève ou par le ralentissement des cadences, etc. Donc la force du taylorisme, c'est d'avoir cassé la possibilité d'une unité sociale des individus qui travaillent, que ce soit, encore une fois, sur des chaînes de production automatique de pièces métalliques, ou que ce soit dans une unité hospitalière. C'est-à-dire que, en gros, et bien sûr, dans les universités, la pire des saloperies, c'est le classement de Shanghai. Parce que vous mettez les universités en concurrence, et elles doivent donc se conformer à un certain nombre de critères formels pour pouvoir être reconnues et bénéficier de financements de recherche, qui ne sont plus d'ailleurs des projets de recherche, sont des appels d'offres. C'est-à-dire que, en gros, on a introduit une manière de penser le travail, voyez, par le biais du cheval de Troie du marché à l'intérieur des métiers. Ce que Pierre Bourdieu disait pour la télévision, n'est-ce pas, la logique d'audimat, c'est l'introduction du cheval de Troie dans le champ culturel de l'information. Eh bien, on a introduit par les modes d'évaluation un cheval de Troie dans l'ensemble des métiers. Que vous preniez encore une fois, n'est-ce pas, les pratiques de santé, que vous preniez les pratiques universitaires, les pratiques d'enseignement, les pratiques de justice, etc., même les pratiques de police. Bon. Et on a lancé avec l'appel des appels cette idée que c'est là où il faut qu'on se réapproprie une autonomie dans le métier qui soit en quelque sorte guidée par l'éthique de notre métier et non plus par des scores dont on sait en plus qu'ils sont bidons. Les scores sont bidons. Regardez ma conférence sur la fabrique des imposteurs, je raconte des blagues que je n'ai pas le temps là de vous raconter. Enfin, je peux peut-être vous en raconter une. Je vous raconte une pour vous montrer à quel point, n'est-ce pas, l'évaluation est débile. C'est la suivante. C'est deux, hein.
Ah, vous connaissez, c'est l'histoire de Francis. Vous la connaissez. Bon, j'en raconte. Alors, qu'est-ce que je fais bon. Alors, c'est deux citoyens qui s'appelaient Francis. L'un était prêtre et l'autre était chauffeur de taxi. Ils habitaient le même village. Ils se connaissaient bien, donc. Et le hasard voulut qu'ils meurent le même jour. Donc, ils se présentent devant le Seigneur. Passe d'abord Francis, le chauffeur de taxi. Le Seigneur consulte ses registres et lui dit « Va mon fils, tu as mérité le paradis, voilà ton bâton en platine et ta tunique d'argent. » Passe ensuite Francis, n'est-ce pas, le prêtre. Et le Seigneur consulte ses registres et lui dit « Va mon fils, tu as mérité le paradis, voilà ton bâton de chêne et ta tunique de lin. » Alors, Francis le prêtre, il est un peu éberlué, il dit « Seigneur, je ne comprends pas très bien, je ne voudrais pas dire du mal d'un concitoyen, d'un pays, mais quand même, quoi, je le connais bien. Vous savez, lui, il est athée, il a mené une vie dissolue, il conduisait comme un malade, il avait plein d'accidents, il était très violent, il se battait à la suite de ses accidents, il était vraiment terrible. Moi, j'ai servi votre cause, j'ai servi votre propagande, j'ai servi la messe, enfin, j'ai donné sacrément à ces bandes de mécréants, et lui, vous lui donnez la tunique d'argent et le bâton en platine, et moi, vous me donnez... je comprends pas. Le Seigneur dit, écoute mon fils, il y a peut-être une erreur, il consulte ses registres, et lui dit, non, il n'y a pas d'erreur, nous avons changé notre mode d'évaluation, nous fonctionnons maintenant avec des indicateurs quantitatifs de performance. Chaque fois que tu servais la messe, tout le monde s'endormait. Chaque fois qu'il conduisait, tout le monde priait. Je vais quasiment en rester là parce que vous avez compris ce que c'est l'évaluation. Moi, j'ai jamais autant eu d'imposteurs à l'université, n'est-ce pas, que parmi ceux qui trafiquaient les dossiers pour pouvoir répondre aux normes, mais on ne peut même pas leur en vouloir. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a des instances qu'on pourrait rejoindre pour entrer dans cette... Créer un comité de l'appel des appels à il y en a eu un à un moment donné, mais je ne vous promets pas la révolution. Moi, je pense... Alors, vous citez Deleuze. Deleuze est le premier auteur que je cite dans mon prochain bouquin, et justement sur les sociétés de contrôle. Deleuze, il avait tout compris. Il avait tout compris là-dessus. Vous voyez ? Bon, sauf la psychanalyse, il n'a pas toujours tout compris, mais c'est un autre problème. Bon. Personne n'est parfait. Regardez, moi-même, je ne suis pas parfait. Oui, c'est plus compliqué. Mais bon, disons, pour aller vite, la vision, on va en parler ce soir, mais la vision qu'il avait de la psychanalyse, c'est plus une sémantique que l'analyse elle-même. Bon, c'est pas grave. Et si vous voulez... on a un micro qui est un micro de merde, quoi. Il faut quand même le dire. Parce que... Bon. Donc, si vous voulez, je crois que il nous faut saisir il nous faut du global local. C'est-à-dire, il faut saisir toute occasion pour faire surgir une possibilité de faire émerger, donc d'émerger ce qui nous rend humains. C'est pour ça que j'aime bien cette phrase de George Orwell. Quand on me parle de progrès, je demande toujours s'il me rend plus humain ou moins humain. Je pense qu'un combat à mener, c'est bien pourquoi je m'en prends bien sûr à M. Blanquer, mais je pourrais m'en prendre en pire encore à M. Véran, qui est en train de transformer les psychologues aujourd'hui en techniciens de surface, si j'ose dire. C'est-à-dire, n'est-ce pas, en créant des plateformes. Alors, le coût est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que moi, j'ai été responsable d'associations, d'institutions, etc. Quand l'amendement à Coyer est passé sur la protection du statut des psychothérapeutes, si vous voulez, on était encore dans un gouvernement qui acceptait le débat contradictoire sur la base des idées. Pour faire simple, pour faire comprendre, est-ce qu'il faut être médecin, psychologue pour avoir droit à être psychothérapeute, etc. Bon, et alors j'ai rencontré à Coyer, j'ai rencontré Xavier Bertrand, j'ai rencontré le directeur de CAB de Mattei, etc. Bon, on pouvait discuter sur le fond. Il y avait un débat, même par exemple, n'est-ce pas, au Parlement, à l'Assemblée nationale, il y avait un débat sur cette question. Là, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat. C'est très simple. Il change purement et simplement les règles du jeu. C'est le néolibéralisme en toute sa splendeur, et qu'il a compris qu'il ne fallait surtout pas débattre
si vous voulez, du statut des psychologues cliniciens, du statut des psychiatres, et qu'il ne fallait pas débattre à l'université, n'est-ce pas, des enseignements et des recherches qui étaient faites. Il met en place, si vous voulez, des plateformes d'orientation avec des possibilités de remboursement des psychologues par la sécurité sociale, à condition qu'il y ait 8 séances au maximum, que les séances durent tant, et que, nécessairement, elles vont appliquer telle méthode. C'est-à-dire, il ne va pas détruire, par exemple, la psychanalyse, il va l'empêcher. Il ne va pas détruire la psychothérapie institutionnelle, il va l'empêcher. Il ne va pas détruire la prise en charge par un psychiatre, si vous voulez, d'une psychothérapie, il va l'empêcher. Je ne sais pas si je suis clair, voyez. Et ça va beaucoup plus loin. Le dernier amendement qui est passé au Sénat il n'y a pas longtemps, le dernier amendement, précise que ce sont les ARS qui inscriront les psychologues répondant à la qualification que l'on souhaite. Alors, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai connu une époque où, quand on parlait de sélection des étudiants ou de numérosis en médecine, il y avait l'incendie. Là, c'est incroyable. Et alors, qu'est-ce qui fait, si vous voulez, que les choses passent? Et parce que c'est à peu près pareil dans tous les métiers. C'est-à-dire que la force du néolibéralisme pour assujettir les individus, c'est essentiellement de les évaluer non pas sur ce qu'ils font, mais sur les moyens qu'on leur accorde en fonction de la conformité à des profils quantitatifs que l'on établit. Donc, oui, pour moi, si vous voulez, mais là je n'ai pas le temps de développer, mais lisez peut-être les 2 papiers que j'ai fait dans Respublica dernièrement, où je m'inspire aussi beaucoup d'un député européen italien qui s'appelle Bruno Trentino, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle La Cité du Travail, où la gauche a perdu, et elle continuera à perdre, parce qu'elle ne s'est pas battue sur les valeurs du travail, elle s'est battue sur les rémunérations ou sur la possibilité de conserver son travail. Et moi, chaque fois que j'ai rencontré des syndicats, alors que lorsqu'on a lancé en 2008-2009 l'appel des appels avec Stéphane Chédry et une bande de copains, chaque fois que je les rencontrais, n'est-ce pas, je sentais bien, je leur ai dit, vous êtes formidables, vous défendez les conditions de l'emploi, c'est formidable, mais la substance du travail, l'éthique du travail, ce que, avec mes amis Bernard Lubat et Charles Sylvestre, un musicien de jazz et un journaliste, nous avons écrit le manifeste des ouvriers, c'est cette idée qu'il nous faut, dans nos métiers, restituer une dimension œuvrière à notre travail. C'était l'utopie de quelqu'un, un Anglais, qui était William Morris. William Morris disait, le socialisme, ça passe justement par la capacité de concilier l'art et l'artisanal, et de produire des choses de belle qualité, et de bien les vendre en plus. Ces entreprises étaient florissantes. Et vous voyez, je pense que, pour moi, à l'heure actuelle, compte tenu de l'état de déliquescence du paysage politique, je ne vous apprends rien, je suppose, n'est-ce pas? Eh bien, compte tenu de cet état de déliquescence, je crois que c'est par le combat sur les scènes professionnelles, en revendiquant notre responsabilité, si vous voulez, œuvrière, notre responsabilité à la fois éthique et politique, que nous pourrions peut-être gagner quelque chose. Vous approchez le micro. Vous enlevez le masque. Vous défendez la valeur travail. C'est une question. Vous défendez la juste titre, enfin en tout cas c'est mon avis, la valeur travail. Et dans le discours, je vous ai déjà vu, donc je ne peux pas dire que vous soyez pro-Macron. Pourtant, dans le dernier discours de Macron, c'est bien la valeur travail qu'il énonce. Ma question, où est l'erreur? Alors, ça c'est relativement simple. C'est relativement simple parce que, d'abord, il faut bien dire que ce ne sont pas les discours de Macron qui me posent problème. Ils sont assez bien ciselés, pas toujours bien prononcés, mais ça c'est un autre problème, vous voyez. Et en tout cas, ils sont charpentés conceptuellement d'une manière tout à fait
appréciables, voire même par moments tout à fait admirables. Le problème, c'est que ce sont des paroles à responsabilité limitée. C'est-à-dire beau parleur, petit faiseur. Et il y a donc, n'est-ce pas, il y a un déséquilibre majeur entre des discours qui sont, encore une fois, pour la plupart du temps, tout à fait appréciables, estimables, et puis les actes. D'ailleurs, au point d'ailleurs que maintenant je m'inquiète beaucoup, parce que quand il parle de progrès, je me demande quelle régression sociale il est en train de mettre en place. Et ça, c'est pas que Macron. C'est ça qu'il faut comprendre. Ne croyez pas que, en nous débarrassant de Macron, on se débarrasserait comme ça d'une culture néolibérale. Macron en est l'admirable incarnation, la corporéification, si j'ose dire, n'est-ce pas ? Mais c'est aujourd'hui la stratégie de l'adversaire, si vous voulez, du social, pour aller très vite, que de puiser chez l'autre le langage et d'en accomplir l'effondrement, c'est-à-dire de l'évider de sa substance. Donc c'est comme ça qu'on vous expliquera qu'on va faire plus de justice sociale en vous faisant travailler beaucoup plus longtemps, en vous payant des retraites beaucoup plus basses, mais ce sera, encore une fois, la pauvreté pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau en termes d'égalité ? D'autre part, comment ? Et donc, l'autre point, si vous voulez, c'est que, oui, j'ai parlé de travail en citant Bruno Trentin ou la Cité du travail, mais j'emploie pas trop cette expression. Je l'ai un peu employée sous pression de mes camarades avec lesquels j'ai publié l'article, c'est-à-dire Frédéric Pierru et Bernard Tepper, mais moi je préfère travailler en termes d'œuvre au sens, si vous voulez, quasiment ancien du terme, pas au sens moderne, mais c'est-à-dire, en gros, c'est déjà ce que dit Marx. Marx dit que quand vous produisez un objet ou quand vous produisez un service, vous ne faites pas que produire un objet, que produire un service, vous vous produisez en produisant, et en vous produisant, vous produisez un type d'humanité. Et donc je crois que c'est ça que j'essaie. Vous voyez, c'est pas le travail au sens de Macron, je vous garantis. Il y a plus de questions ?